Bonsoir à tous. Après la Première Guerre mondiale, pour prévenir les conflits, les guerres, les hostilités par la voie diplomatique, parfois même par les voies coercitives. C'est la raison pour laquelle cette organisation internationale, la Société des Nations Unies, a été érigée par le traité de la ratification de Versailles en 1919. Elle est rentrée évidemment en vigueur le 20 janvier 1920. Cependant, cette organisation internationale est devenue mornée, puisque le Sénat des Nations Unies a refusé justement de ratifier ce traité international, en l'occurrence de Versailles. C'est la raison pour laquelle, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, cette nouvelle organisation, l'Organisation des Nations Unies, a vu le jour. Elle également avait le but de prévenir les conflits, les hostilités qui naissent entre les États. Mais à cause de comportements belliqueux, irresponsables de va-t-en-guerre, cette organisation aujourd'hui est en train de disparaître progressivement. Alors, la question que l'on se pose, quelle est la solution importante faut-il envisager? Une perspective concrète et réaliste faut-il envisager pour mettre de l'ordre dans le désordre qui règne aujourd'hui dans la géopolitique internationale? Et pour y répondre, nous avons donc décidé de recevoir M. Yves Inzu. Il est politologue, il est également doctorant en relations internationales et de la diplomatie. Bonsoir. Bonsoir, M. Cissé. Merci de répondre à notre invitation à nouveau sur le plateau de Paul Gall. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme je le disais tout de suite, après la Première Guerre mondiale, on a vu la création de cette organisation internationale, la Société des Nations Unies, mais dans si peu de temps, cette organisation, si je peux le dire ainsi, elle a commencé à disparaître. Parce que tout simplement, le Sénat des États-Unis a refusé justement de ratifier le traité international qui a permis sa création. Alors, est-ce que cette organisation, est-ce que c'était ça la seule raison parce que les sénateurs américains ont refusé, ou bien il y avait d'autres raisons qui ont poussé la disparition justement de cet organisme international? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que d'abord, pour faire un peu l'historique, dès la Première Guerre mondiale, il fallait qu'on crée une entente, une société qui va maintenir la paix. Et c'est dans cette optique-là que les vainqueurs de la Première Guerre mondiale vont créer la Société des Nations. Et la Société des Nations va naître à l'issue de la traité de Versailles. À Versailles, ils vont aller s'asseoir et ils vont signer cette convention-là. Et dans la foulée, les États-Unis, qui étaient des alliés forts des Européens, va refuser parce que, de l'autre côté, va refuser parce que ça ne vient pas de lui. Il y a d'autres principes qui ne lui sied pas également. Et en disant que, vu cet échec des nations, et on va créer l'Organisation des Nations Unies. Mais on revient sur cette première organisation, la Société des Nations. Pourquoi les États-Unis avaient-ils refusé? Parce que tout simplement, l'idée ne venait pas de lui. On peut le dire comme ça parce que l'idée ne vient pas des États-Unis. Disons que depuis la Première Guerre, les États-Unis ont contribué à cette guerre-là pour que la victoire soit du côté de ses alliés. Donc, ils voient sa portée, sa puissance, sa force de frappe, si on peut le dire comme ça, sa puissance en termes d'armée. Et vu que sur les États, comme je le dis à chaque fois, les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Donc, les intérêts des États-Unis n'étaient pas là où il fallait, parce que c'est eux qui devraient diriger et ils ne voyaient que c'est d'autres personnes. Donc, ils n'ont pas tout de suite aujourd'hui, le Sénat américain n'a pas vu l'importance de ratifier cette convention-là. Voilà, pour dire que ce n'est pas seulement que la STN, que les États-Unis n'ont pas ratifié, ils n'ont pas aussi ratifié la convention de la Cour pénale internationale. Donc, ça veut dire que ce qui ne vient pas d'eux n'est pas vraiment, pour eux, c'est pas juste.
D'où la naissance de cette nouvelle organisation, l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Et en 1945, là, ils vont créer, ça veut dire que les États-Unis n'ayant pas ratifié la convention, ils ne vont pas soutenir les nations et ils vont rentrer en guerre en 1939. Donc, en 1939, on va partir sur une autre guerre qui va commencer et nous allons aller sur beaucoup plus pousser la guerre jusqu'en 1945 où on va signer notre traité. Donc, en 1945, on va partir sur le traité de San Francisco qui va voir l'échec lamentable de SN, qui va faire aboutir à la création maintenant de la Société des Nations Unies. Dans cette société-là, dans cette foulée, nous allons voir qu'il y aura plus de contributions parce que là, tous les pays africains, à partir de 1945, qui reviennent et plus vont commencer peu à peu à partir de 50-60, nous, les pays africains vont commencer à avoir leurs indépendances. Donc, toutes ces colonies françaises et les colonies américaines vont commencer à se décoloniser. Donc, le mur de Berlin qui a été érigé va permettre à ces pays africains-là de pouvoir avoir aujourd'hui, de pouvoir crier parce que avant on avait peur, si on peut le dire comme ça, mais après la guerre, nous avons vu notre force. Nous avons dit oui, donc ils mouraient parce que pendant la colonisation, d'autres se disaient que le blanc était invincible. Donc, pendant la guerre, ils ont compris que les blancs, c'était aussi des êtres humains. Donc, à partir de 50, les pays vont commencer peu à peu pour pouvoir créer aujourd'hui les États. Et en 1945, après, déjà les pays, vu qu'on a déjà divisé notre continent, et nous allons passer à la phase de mutation pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle les indépendances. Les indépendances. Alors, indépendance, c'est justement suite à la création de cette organisation internationale en 1945. Alors, l'Organisation des Nations Unies. Alors, l'objectif qui est assigné justement à cet organisme international, est-ce qu'il a pu l'atteindre, la prévention des conflits, les hostilités, et après 1945? Oui, on pouvait dire oui que dans un point oui. Pourquoi? Parce que à partir de 1945, l'Organisation des Nations Unies aura pour but, dans les chartes de San Francisco, ce que j'appelle le MDPE. Voilà, le MDPE, qui va être le maintien de la paix, le développement des relations et l'engagement pour l'économie et les relations internationales et économiques. Je pense qu'ils ont pu réussir sur ce plan-là. Oui, jusqu'à aujourd'hui, l'ONU a pu réussir. Même si aujourd'hui, on constate son impuissance face à cette reconfiguration mondiale. On va parler de son impuissance tout de suite là. Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous citer les pays où l'ONU a intervenu et qu'il a vraiment réussi à faire le maintien de la paix, à prévenir les conflits, les hostilités? Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, l'ONU, dans ses avancées, l'ONU a intervenu en 2011 dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on peut dire que lui, la paix est revenue au niveau de la Côte d'Ivoire. On peut dire que l'ONU a aussi intervenu en Centrafrique également, qu'il a essayé pas mal de pouvoir maintenir ce qu'il faut. Et l'ONU a intervenu même au Mali. Ils ont également intervenu au Mali. Ils interviennent toujours au Congo. Et c'est la mission la plus coûteuse et la mission la plus difficile, c'est la mission qui est au Congo actuellement. Et aujourd'hui, ils ont pu intervenir au Congo. Et l'ONU, pas mal, a pu aussi intervenir dans le Moyen-Orient. Donc, on peut dire en un mot, l'ONU a essayé pas mal de pouvoir maintenir la paix ou essayer d'anticiper sur des conflits. Et dans cette mission-là, quelle est celle qui a beaucoup plus réussi? La voie diplomatique ou bien la voie coercitive? Je pourrais dire que ici, au thème de l'ONU, l'ONU a toujours opté pour la diplomatie. Pourquoi? Parce que l'ONU n'a pas d'armée fixe à elle. Donc, vu une organisation qui n'a pas d'armée et les forces qui maintiennent, les forces qui arrivent à chaque fois, on dit, c'est les forces de maintien de la paix. Les casques bleus sont là pour maintenir la paix. Ils sont pas là pour aller au front, pour aller combattre. Donc, l'ONU a pour mission de maintenir la paix. Donc, je dirais ils sont plus allés sur des voies diplomatiques que plus sur des voies
cognitif ou aller plus dans les confrontations. Alors, mais comment expliquez-vous chaque fois que l'ONU est sollicitée pour intervenir dans les zones où il y a des conflits, d'instaurer les zones de tampon, de prévenir les conflits? Et alors, là-dessus, l'ONU est accusée soit de corruption ou bien de pillage des ressources de ces pays-là. Oui, aujourd'hui, l'ONU, en un mot, l'ONU je le dirais que l'ONU n'a pas été toujours l'enfant sain. Voilà, comme je le dis, l'ONU n'a pas été toujours sain, comme on peut le dire en Centrafrique. Il y a eu des cas de viol où l'ONU même en a parlé dans son rapport un truc. Et ils en ont parlé aussi au Congo, ils en ont parlé dans d'autres pays, pas mal. Oui, ça arrive, mais comme on le dit, vous voyez, M. Cissé, je le disais que du moment où l'armée qui intervient dans le pays n'est pas l'armée propre à l'ONU, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Parce que quand les casques bleus arrivent peut-être en Centrafrique ou en Côte d'Ivoire ou au Mali, c'est les différents pays qui composent l'organisation, les 193 pays qui composent l'organisation, qui sont membres de l'organisation, qui envoient au moins certains contingents dans l'armée. Donc, il y a des gens qui profitent, comme on le dit, de la situation pour pouvoir faire des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est pas forcément... oui, l'ONU reconnaît parfois qu'ils n'ont pas été partout justes. Alors, tout de suite, vous avez parlé de la force qu'incarne de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, parce qu'elle a permis de prévenir certains conflits, certaines hostilités qui sont intervenues dans certains pays africains, européens. Cependant, elle connaît des faiblesses, comme on le voit chaque fois qu'un pays puissant comme des États-Unis, la Russie, prennent des décisions pour faire une invasion militaire dans certains pays. Et dans d'autres pays, qui disons pays en développement ou bien pays faibles là, on voit que l'ONU est face à une impuissance ou bien ça se passe sous son impuissance. Comment expliquez-vous ce état de fait dans la géopolitique internationale? Du moment où aujourd'hui nous assistons à la création, en fait, le problème aujourd'hui de l'ONU, c'est dès la création. La composition de la création de l'ONU, ce qui crée aujourd'hui un véritable challenge pour ses membres, c'est les 5 pays membres qui ont le droit de veto. Permanent. Voilà, les 5 membres permanents qui ont le droit de veto, en l'occurrence les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre. Donc, partons de ce principe-là. Ça veut dire que le droit de veto, quand un seul pays est contre, déjà ça bloque. Okay. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on prend la guerre en Ukraine, c'est parce que la Russie elle-même qui a envahi l'Ukraine décide de bloquer le processus au niveau de l'ONU. Donc, automatiquement, l'ONU ne peut pas intervenir au niveau de l'Ukraine. Les décisions sont bloquées. On prend Gaza. À Gaza, pareil, les États-Unis qui sont co-auteurs de l'action ne veulent pas, donc ça bloque. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des situations dans chaque pays, il y a des pays qui ont bloqué ce consensus-là. Donc, aujourd'hui, c'est ça le véritable problème. C'est ce qui fait que l'intervention onusienne n'a pas été toujours parfaite partout et les grandes puissances l'utilisent. Comme on le dit, les grandes puissances l'utilisent pour pouvoir asseoir les fins. Alors, est-ce que selon vous, cela ne va pas expliquer aujourd'hui l'avenir de cette organisation internationale à partir du moment où on constate dans la géopolitique internationale certains États qui se comportent de façon irresponsable, de façon belliqueuse, qui sont des va-t-en-guerre, comme des États-Unis, l'Iran, la Russie qui a fait une invasion militaire en Ukraine, les États-Unis en Irak, il y a eu aussi la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et par rapport à ces conflits, par rapport à ces hostilités, l'Organisation des Nations Unies est restée muette ou bien impuissante. De ce point de vue-là, selon vous, en tant que spécialiste, quelle est la solution concrète et réaliste qu'il faut-il envisager pour revoir un peu la mission de cette organisation internationale? Aujourd'hui, ce que nous pouvons envisager au niveau de l'ONU, c'est de faire une réforme profonde. Voilà, l'ONU doit s'asseoir pour faire une réforme profonde, de revoir encore la puissance qu'ils ont, ces 5 membres permanents,
et comment reconfigurer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde de 1945. Est-ce qu'il est envisageable, sans vouloir vous couper la parole, de leur retirer ce droit de veto de ces 5 membres permanents? Non, c'est pas pour leur retirer le droit de veto, mais peut-être en rajouter d'autres pays qui vont pouvoir apporter. Parce que si on regarde aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de représentants, alors que nous sommes 54 pays qui sommes au niveau des organisations des Nations Unies, et sur les 193 pays qui y sont, voilà, nous sommes représentatifs. Et il y a aussi les pays de l'Amérique latine qui sont aussi là, donc il faudrait qu'on puisse avoir d'autres sièges, étant de sorte que les sièges des membres permanents, on est des membres permanents au niveau de l'Afrique et aussi au niveau de l'Amérique latine, et pourquoi pas diminuer, peut-être refondre profondément la Société des Nations. Mais pour l'heure, j'estime que c'est le mal nécessaire. C'est le mal nécessaire pour le moment. Alors, vous souhaiteriez que d'autres pays n'ayant pas le droit de veto puissent en avoir dans les années à venir. Alors, quels sont les critères qu'il faut remplir pour justement s'arroger de ce droit de veto, pour avoir le poids sur la résolution qui est votée au sein de l'Assemblée des Nations Unies? Bon. Pour moi, aujourd'hui, si on regarde, disons, est-ce qu'il y a des critères? Non, il n'y a pas de critères en tant que tel, mais ce que je demanderais pour nous, les pays africains, peut-être notre voix ne porte pas parce que économiquement, nous ne sommes pas puissants. C'est un des critères, à ce que je sache. Voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Voilà, ce que je dis, ça m'engage. Je dis que peut-être c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment économiquement puissants, oui. Donc on n'a pas assez de poids dans le chéquier mondial. Et donc, comme on le dit, si dans une famille, tu n'as pas suffisamment de moyens, tu ne peux pas vouloir imposer tes lois. Aujourd'hui, la France y représente au Conseil des Nations et il parle, quand on arrive, il dit que oui, moi j'interviens en Afrique. La France intervient plus en Afrique que dans d'autres continents. C'est rare, à ma connaissance, la France n'a pas encore intervenu dans le Moyen-Orient. Mais la France intervient plus en Afrique. Donc, quand on parle de l'Afrique, il se dit, oui, la question de l'Afrique, je suis spécial. Donc, mon armée est guérie pour pouvoir faire tout ce qui est conflit en Afrique. Donc, ça lui donne une légitimité au niveau du Conseil des Nations. Au niveau de l'ONU, ça lui donne une légitimité. Donc, l'hégémonie française à ce niveau-là. Mais nous, les Africains, qu'est-ce que nous allons défendre si nous voulons une place? D'abord, on nous demande de s'unir pour avoir choisi un pays. Mais on est 54 pays en Afrique. Sur ces pays-là, combien de pays, comment nous allons nous unir pour donner à qui? Même si aujourd'hui... Est-ce que cela ne s'explique pas parce que tout simplement ces pays-là, ils sont jaloux de leur souveraineté. Ils ne veulent pas lâcher une parcelle de leur souveraineté pour créer justement cette union-là. Bon, je dis qu'on est dans un jeu de dupes. Ouais. On est dans un jeu de dupes. Voilà. Les membres permanents savent pertinemment qu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre arrive. Mais comme ils ne veulent pas l'exprimer clairement, on nous demande, réunissez-vous, attendez-vous et choisissez un seul pays. Mais qui sera le représentant de l'Afrique? Peut-être aujourd'hui, nous allons faire des propositions, peut-être permettre à ces pays africains-là, pourquoi ne pas aller sur le volet continent, prendre de sorte que on fait au niveau de l'Union africaine, choisir un pays par tour de rôle. Disons que s'il y a un mandat pour 5 ans, nous donnons à chaque pays par tour de rôle. Je pense que nous, à notre niveau, on va résoudre ce problème-là une fois. Pour ne pas qu'il y ait un seul pays qui sera permanent, peut-être pour que l'Afrique, l'Union africaine puisse avoir la voix au chapitre. Voilà. Donc l'Union africaine décide, bon, quand le président de l'Union africaine arrive, la présidente de l'Union africaine arrive autour de tel pays, c'est eux qui siègent en ce moment-là, qui ont le droit jusqu'à ce que le mandat finisse et
d'autres pays donc, arrivent. les autres forces africaines doivent s'articuler autour de cette candidature-là, Voilà. de ce choix. Voilà, ce choix-là. Oui. Je pense que si nous partions sur ce principe-là, nous pouvons y arriver. Mais si nous devrons choisir un pays, aujourd'hui, ça sera très difficile parce que économiquement, nous n'avons pas les mêmes poids. Économiquement, nous n'avons pas les mêmes poids et ça sera très Et difficile. militairement également. Voilà. Il faut le dire, cet aspect militaire, logistique, il faut l'évoquer. Alors, on va terminer par ça. Concrètement, en tant que spécialiste, en tant que politologue, il faut le dire, vous avez parlé tout de suite là, une alternative qui est possible, la refonte de cette organisation internationale. Mais on s'aperçoit aujourd'hui, il y a des États belliqueux, des vents en guerre, comme des États-Unis, qui, de façon autonome, libre, se décident d'attaquer un pays comme le bon lui semble. Alors, est-ce que cette refonte-là va être un mécanisme dissuasif par rapport à ces pays-là qui se permet de tout faire dans le jeu politique international? Oui, je dirais que c'est l'une des questions, c'est l'une des préoccupations, Oui. voilà, les plus ardentes qui vont être mises sur table pour que aujourd'hui nous pouvons traiter. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis se permettent de pouvoir faire des guerres? C'est tout simplement parce que à l'ONU, c'est eux qui participent beaucoup. Voilà, c'est eux qui financent plus. Voilà, et économiquement, ils financent plus que les autres pays, ils contribuent plus que d'autres pays. Donc, ils peuvent se permettre, et ils ont le droit de veto. Donc, ils peuvent se permettre de pouvoir aller faire des guerres quand bon leur semble. Mais nous, si nous voulons que l'organisation tient, à l'organisation aujourd'hui de pouvoir faire des réformes, de voir comment restructurer cette organisation-là et permettre à ce qu'il y ait des blocus de sorte qu'il n'y ait plus de crise. Il n'y a plus de puissance qui décide de faire des crises. Peut-être même pourquoi ne pas mettre dans ce blocus-là l'interdiction formelle des 5 membres permanents de s'attaquer à un autre pays. Donc, si on part sur ce principe, je pense que les pays vont rester un peu en paix parce qu'on leur dit oui, comme on le dit, si je prends l'exemple des karatékas, quand tu atteins un certain niveau de grade, en ceinture noire, on te dit non, que tu n'as plus le droit de te battre avec moins de tel nombre de personnes. Donc, en ce moment-là, si nous, les pays membres s'asseyent et disent que oui, vous êtes les 5 membres permanents, nous on est d'accord, mais à partir d'aujourd'hui, on va mettre dans notre réforme pour dire que vous ne pouvez plus aller en guerre, vous n'avez plus le droit de vous attaquer à un pays. Tant que ce pays ne vous attaque pas, vous n'avez pas le droit d'attaquer ce pays. Je pense que si on va sur ce principe-là, on va y arriver. Alors, ce principe-là ou bien ce postulat, vous pensez que ça peut marcher puisqu'on a vu l'invasion américaine en Irak et on est en train de revivre quasiment le même scénario aujourd'hui, Yves? Oui, mais au fait, c'est nous qui avons mis l'organisation en place. Ouais. C'est nous, quand je dis nous, je parle de les hommes et je parle des États que nous avons mis l'organisation en place. Donc, c'est à nous aussi d'aller s'asseoir pour leur dire que oui, c'est vrai, nous sommes dans l'organisation, nous sommes d'accord, mais voilà les principes, il faut qu'on change. Parce que ce qui va permettre, si on arrive à ce qu'on donne ce blocus-là, ça va leur permettre. Parce que eux, ils ont ce veto pour dire que on ne fait pas guerre dans ce pays, l'ONU n'intervient pas dans ce conflit et l'ONU n'intervient pas. Donc, si eux aussi, on limite leur pouvoir, je pense qu'ils vont pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, quand ils font la guerre en Ukraine, qu'ils font la guerre en Iran ou dans d'autres pays, il n'y a pas de sanctions. Okay. Personne ne peut les sanctionner parce que c'est eux qui sont les acteurs qui sanctionnent. Donc, si le censeur lui-même, il est en faute, il faudrait qu'il y ait... Comment reconfigurer de sorte qu'il n'y ait plus celui qui doit porter la paix lui-même arrive à être en paix avec les autres pays. Ben on espère qu'on va y arriver. On a vu Donald Trump créer le conseil de paix. C'est un acteur très important voilà, au sein des Nations Unies. C'est vrai, c'est un chef de l'État, mais il a même mis, c'est lui qui tire évidemment les ficelles de cette organisation internationale. Oui, mais vous savez, nous sommes en géopolitique et on dit toujours que les actions
arrive à chaque moment, au fur et à mesure de la configuration de chaque moment, et il y a certaines choses. Moi, je dirais que bon, c'est un coup de bluff. Donald Trump a créé celui-là, mais il y a, si vous regardez bien, Donald Trump est plus économiste, un homme d'affaires qu'un président. Et pour adhérer, il y a un certain montant qu'il faut payer. Il y a une caution qu'il faut payer. Il y a combien de pays qui pourront avoir cet argent-là pour pouvoir intégrer? Donc déjà, c'est un barrage, un blocus pour certains pays pauvres. Voilà. Pour des pays pauvres, surtout des pays africains qui ne pourront pas, certains pays africains qui n'ont pas ce moyen-là. Parce que le Maroc a ses moyens, il s'est permis de pouvoir y être membre. Mais et les autres pays qui n'ont pas ces moyens-là, comment ils vont y faire? Donc pour moi, ça sera... Et Donald Trump est là pour juste 4 ans. Donc, je pense qu'après lui, est-ce que ça va exister? L'avenir nous dira. L'avenir nous le dira. C'est le dernier mot de notre cher invité, le politologue doctorant en relations internationales et de la diplomatie, Monsieur Yves Inzu. Merci d'avoir été notre invité sur le plateau de Paul Gall. Donc, merci beaucoup. Je voudrais dire que l'ONU n'est pas inutile. L'ONU n'est pas inutile. Elle est juste en gestation. Okay. Je pense qu'elle va pouvoir accoucher dans les jours à venir. Malgré le temps, depuis 1945, elle reste toujours en gestation. Non, on est à la fin. Oui. Donc, elle reste, il y a des choses qu'elle doit revoir. Donc, comme je dis, elle n'est pas inutile. Okay. Elle ne fait que, on doit tout simplement la recréer. Okay. Donc, c'est pourquoi je parle de la gestation. Elle n'est pas inutile, mais elle doit être tout en lui donnant une nouvelle mission. Voilà, une nouvelle mission. Alors, voici ce qui met fin à notre entretien. Merci d'avoir été encore une fois notre invité sur le plateau de cette excellente page Paul Gall TV qui couvre tous les événements, qui reçoit les personnalités, surtout les spécialistes de cette question de la géopolitique internationale. Encore une fois, merci d'être venu. Et je remercie dans la même foulée mes cadreurs, mes monteurs. Cadreurs, je veux parler de Amidou Diogo Diallo et le monteur, Monsieur Siradio, qui m'ont permis et continuent à me permettre de pouvoir réaliser ce grand débat avec des spécialistes à la matière. Merci de nous avoir suivis et sachez, le programme se poursuit sur votre page de prédilection.